Un épisode sans grande scène choc, sans cliffhanger, mais qui fait le choix de la densité, des non-dits et des relations fortes. On prépare les derniers coups, on avance nos pions et on se regarde droit dans les yeux. Bienvenue dans ce décryptage de l'épisode 14 d'Outlander. Alors ce décryptage, mes abonnés Patreon l'ont découvert il y a plusieurs jours déjà. Et si vous aussi vous voulez recevoir les vidéos en avance, les actus traduites et des infos exclusives chaque semaine, pensez à me rejoindre sur Patreon, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et je commence avec mes impressions générales. Cet épisode 14 poursuit la dynamique amorcée dans la seconde moitié de saison avec un fort ancrage historique. Cette semaine, c'est le marquis de Lafayette qui fait son apparition et la série continue à s'appuyer sur des figures ayant réellement existé pour enrichir son récit. C'est aussi l'occasion de savourer le plaisir très palpable de Claire à rencontrer ces grands noms de l'histoire, surtout quand elle peut échanger quelques mots en français avec eux. Et un conseil, regardez absolument la VO si vous en avez la possibilité, en tout cas au moins les passages où nous voyons les interactions entre Claire et Lafayette. La title card nous plonge elle aussi dans cette ambiance historique. On y découvre une femme, et vraisemblablement c'est Betsy Ross, en train de coudre des étoiles sur un drapeau américain. Ce détail trouvera un écho un peu plus tard dans l'épisode, dans une scène marquante, mais que je commenterai un peu plus loin. C'est Jamie qui nous offre l'explication du titre, alors que Lord John, enchaîné, lui dit « Je commence à avoir l'habitude de porter des fers », Jamie lui répond assez sobrement « On ne s'y habitue jamais, crois-moi ». Une réplique puissante qui nous renvoie bien sûr à son propre passé à la prison d'Armsmuir et qui donne tout son sens au titre « On ne s'y habitue jamais, you didn't get used to it » en version originale. Je trouve ce titre vraiment magnifique et très bien choisi. Côté écriture, l'épisode est signé par Diana Gabaldon elle-même, et c'est assez rare. Elle n'avait écrit jusqu'ici que 2 épisodes auparavant, l'épisode 11 de la saison 2 et l'épisode 11 de la saison 5, Le pain du futur, Journey Cake en anglais. Un exercice difficile ici, puisqu'il s'agissait à la fois d'introduire de nouveaux personnages, je pense à Percy, au général Lee, aux complices de Rob Cameron, à Lafayette aussi, et puis de préparer le terrain pour les 2 derniers épisodes de la saison. L'ensemble manque un peu de montée en tension, mais on sent que les pions sont en place pour la suite. La réalisation est à nouveau confiée à Yann Matisse, déjà à l'œuvre dans l'épisode précédent. Il signe ici quelques très belles scènes, dont celle entre Yann et Rachel dans leur chambre avec les peintures de guerre. La lumière y est sublime, les 2 bougies derrière leur tête forment comme des auréoles. C'est simple et à la fois magique. Autre réussite visuelle, et cette fois-ci c'est un autre département puisque c'est le maquillage de la blessure de l'œil de Lord John, à la fois impressionnant et puis vraiment crédible. Et j'ai lu beaucoup de commentaires de spectateurs à ce sujet, ça vous a vraiment marqué. Et puis je tiens à mentionner le casting de Jen. Quelle actrice formidable, c'est Sylvia présente, et je crois que je ne l'avais pas mentionné lors de son apparition dans un épisode précédent, mais elle est juste parfaite. Et si le personnage vous a autant touché que moi, je vous recommande vivement l'interview qu'elle a donnée à TV Insider. Elle y répond à une dizaine de questions environ avec beaucoup de profondeur et montre à quel point elle s'est investie dans ce rôle. Et cerise sur le gâteau, cette actrice a aussi été très présente sur les réseaux sociaux pendant la diffusion, partageant plusieurs photos de tournage, dont un très improbable patch d'intimité que je vous partage ici. D'un point de vue tonalité, l'épisode surprend aussi par sa présence affirmée de l'humour, entre anguilles engelées, remarques sarcastiques et dialogues piquants entre Claire, Mrs. Figg, Jamie ou John. La scène du dîner flirte parfois avec le comique un peu forcé, mais elle n'en reste pas moins mémorable, notamment grâce au jeu très expressif de Catherine Abalf. Et encore une fois, je le répète, la VO vaut le détour, ne serait-ce que pour savourer l'accent français de Lafayette et le français impeccable de Claire qu'on avait déjà pu découvrir dans la saison 2. Enfin, Brianna fait son retour dans l'épisode, après un épisode où elle était absente. Son intrigue reste marquée par une forme d'isolement. Elle gère les urgences, les dangers, les enfants, sans réelle grande aventure bien à elle cette saison. C'est un rôle un peu ingrat, mais à nuancer quand même, parce qu'elle avait été très bien servie en première moitié de saison. Et elle nous prouve ici qu'elle sait se montrer à la hauteur. Et si vous aimez découvrir l'envers du décor, de nombreuses anecdotes de production ont été dévoilées autour de cet épisode par Stars. Casting, accessoires, objets en gros plan, coulisses. Je vous ai tout regroupé sur mon site internet avec les photos et les vidéos associées. Le lien est dans la description de la vidéo ou dans le petit i juste au-dessus.
Elle s'appelle Jen et c'est mon top de l'épisode. Elle est jeune et pourtant elle a déjà vécu l'indicible. Son histoire n'est évoquée qu'en quelques phrases, mais elles suffisent à nous bouleverser. Et ce personnage m'a franchement profondément touchée. Parce qu'elle n'est pas dans la plainte, parce qu'elle protège sa sœur coûte que coûte, parce qu'elle est vive, intelligente, pragmatique, tout en portant une immense fragilité. Et surtout, parce qu'elle renvoie à William tout ce qu'il fuit. Elle n'est pas du même monde que lui et pourtant il est bouleversé par elle. On sent dans chacun de leurs échanges ce décalage de classe sociale et de code. Quand il lui propose de devenir blanchisseuse, il croit bien faire, mais elle ne sait pas faire la lessive. Elle ne connaît la valeur de l'argent que dans un contexte de marchandisation du corps, et lui tombe complètement des nues. Elle garde les pieds sur terre. Et malgré tout, on sent qu'un lien naît entre eux. Et ce lien, je pense qu'il est précieux, parce que jusqu'ici, William avait bien du mal à exister en tant que personnage. Ah, c'est un peu fort de dire ça, mais il était le fils de Jamie, l'enfant caché, l'aristocrate au cœur noble, ce jeune enfant qui veut partir en guerre. Mais pas grand-chose de plus. Il manquait une accroche, une faille, un point d'humanité. Et Jen est cette faille. Et elle est cette accroche, elle est cette révélation. Elle est pour lui une confrontation brutale à tout ce qu'il ignore du monde. Et elle est pour nous une porte d'entrée émotionnelle vers William. Grâce à elle, William prend vie, il devient un homme capable de compassion, de doute, de maladresse aussi. Il agit, il protège, il ressent, il existe. Et cette tension entre respect, désir, rejet, culpabilité et émerveillement rend chaque scène d'une rare beauté. Et dans un épisode aussi dense, c'est un luxe d'avoir des moments comme cela. Sans grand discours, sans envolée lyrique, mais avec beaucoup de justesse. C'est vraiment mon top. Pour ce qui est de mon flop, c'est ce dîner trop parfait. C'est pas le dîner presque parfait, c'est le dîner trop parfait. Je vais être honnête, ce dîner m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Attention, hein, je ne remets pas en cause sa nécessité dans le récit. Il fallait introduire certains personnages, installer la présence de George Washington, créer un contraste entre les discussions militaires et l'ambiance feutrée d'un salon éclairé à la bougie. Mais quand même, un drapeau, un toast à la nation, une allusion à Betsy Ross et à l'étoile à 5 branches, une phrase bien sentie sur les annales de l'histoire. À un moment, j'ai eu l'impression d'assister à un nouvel épisode de Rencontre historique inattendue avec les Fraser, saison 43. Je le dis avec beaucoup d'affection, mais aussi avec un petit sourire en coin. À ce rythme-là, les Fraser vont finir par croiser Mozart et Marie-Antoinette avant la fin de la saison. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Diana Gabaldon qui l'a révélé. Ce passage et cette scène sur le dîner, ce n'est pas elle qui l'a écrite. Ça se ressent sans doute un peu. Le ton est moins naturel, un peu trop démonstratif. Le symbole prime sur l'émotion dans la scène. Alors heureusement, Claire et son fromage rattrapent un peu le tout. Bref, un petit coup de moins bien dans un épisode riche qui ne m'empêche pas de l'apprécier, mais que voilà, j'avais besoin de pointer ce petit flop du doigt. Mon premier thème, je l'ai intitulé Être parent dans un monde en guerre. C'est vraiment l'un des fils rouges de cet épisode et je dirais même de toute la série. Qu'est-ce que ça veut dire être parent quand tout autour de vous vacille? Dans cet épisode 14, on retrouve ce thème à travers plusieurs personnages et situations, et chacun à leur manière nous montre que être parent ne se résume pas à avoir des enfants biologiques. C'est parfois éduquer, protéger ou simplement ne pas renoncer, ne pas abandonner. Dès la première scène, on sent que la parentalité va être au cœur des enjeux. On découvre une conversation inédite entre Lord John et son frère Hal, qu'on n'avait pas vu depuis la saison 3. Et ce n'est pas un simple échange de stratégie militaire, on y découvre leur belle relation fraternelle, faite de beaucoup de respect, mais aussi parfois de désaccords moraux presque philosophiques. Hal compare les colonies américaines à un fils indigne. Il dit l'Amérique est un fils qui a déshonoré son père. Laisser ce comportement impuni, c'est risquer que les autres colonies fassent pareil. Et puis John, lui, de son côté, répond calmement, mais assez fermement quand même, si mon fils m'avait déshonoré, je ne chercherais pas à lui faire du mal pour autant. La réponse de Hal est cinglante et involontairement prophétique. Il dit « Oui, mais toi, tu n'en as qu'un. Moi, j'ai souvent eu envie d'en tuer un ou deux des miens. » Alors, quand on connaît l'histoire de son fils Ben, et là je fais un clin d'œil à ceux qui ont lu le tome 9 parce que vous voyez à quoi je pense et de quoi je parle, cette phrase résonne d'une manière assez particulière.
Ce dialogue, il ne parle pas seulement de politique, il parle de l'attachement, du pardon, du renoncement à la violence quand elle vient de ceux qu'on aime. Et Hal, lui, n'en semble de prime abord pas capable. De son côté, Lord John, dans l'épisode, agit aussi en tant que père, on le voit surtout à la fin. Bien sûr, au début, il veut sauver sa peau, hein, il prête serment aux Américains pour ne pas finir pendu. Mais je le disais, à la fin de l'épisode, il accepte de promettre à Jamie qu'il ne combattra plus en échange de sa libération. Et pour un lord, un officier britannique de son rang, c'est un renoncement quand même assez énorme et il le fait pour son fils, pour William. Et ce contraste est d'autant plus fort qu'il est mis en parallèle avec Jamie. Jamie qui commande 300 hommes et qui dit à Claire « Je veux être sûr qu'ils rentreront chez eux ». On sent là le poids de cette responsabilité sur ses épaules. On comprend qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas abandonner ses hommes pour aller sauver une seule vie, même si cette vie, c'est celle de son propre fils. Il dit d'ailleurs très clairement à Claire, hein, « Je ne peux pas abandonner 300 âmes pour le bien d'une seule, même si c'est mon propre fils ». Alors oui, c'est dur. Oui, ça nous frustre. Quelque part, ça peut peut-être aussi nous surprendre. Mais on comprend aussi ce que la série cherche à nous dire ici. Parfois, être parent, c'est choisir la responsabilité plutôt que l'impulsion. Et ça, c'est très Outlander. Et puis dans ce thème, il y a Jen aussi, bien sûr. Jen, c'est l'opposé de l'impulsion. C'est la lucidité à l'état brut. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire pour protéger Fanny. Elle sait ce qu'elle peut dire, elle sait ce qu'elle peut offrir, ce qu'elle peut taire. Elle a vécu des choses innommables. Elle parle latin, elle analyse les situations avec sang-froid, elle encaisse. Et pourtant, elle n'a que 17 ou 18 ans. Et ce qu'elle incarne dans cet épisode, c'est la puissance de l'amour protecteur. Elle est à la fois la grande sœur, la mère, la survivante. Elle prend sur elle pour que Fanny ne soit pas brisée, elle agit pour deux, et en cela, elle est une figure parentale à part entière dans un monde où la violence guette à chaque coin de rue, et surtout pour une femme comme elle. Ce qui rend sa relation avec William d'autant plus touchante, parce qu'on sent que William, lui, ne comprend pas tout. Il perçoit l'urgence, il perçoit le danger, il perçoit la dignité de Jane, mais il n'a pas encore toutes les clés. Et c'est très beau de voir cette espèce de déséquilibre entre eux. Elle qui a tant vécu et lui qui commence tout juste à ouvrir les yeux. Et puis bien sûr, il y a Brianna. Alors oui, on peut trouver qu'elle a eu un rôle ingrat sur cette deuxième moitié de saison, elle a dû gérer les galères, les enfants, Rob Cameron, les clés, les portails, mais dans cet épisode, elle reprend les choses en main. À commencer par un fusil, digne fille de son père. La scène au quai Choral dans la cour de Lallybroch montre toute la hargne de cette maman louve prête à tout pour défendre ses enfants. Quand elle dit à Fiona « il est temps qu'on parte », on sent qu'elle a pris sa décision. Elle n'a pas tous les éléments en main, elle ne sait pas si Roger est arrivé, ni même à quelle époque il se trouve, mais elle agit comme une mère qui n'a plus le luxe d'attendre. Elle a un plan, même flou, elle a une intuition, elle sait que Lallybroch n'est pas un endroit sûr, n'est plus un endroit sûr. Elle prend donc la responsabilité de quitter les lieux, de partir dans l'inconnu pour le bien de ses enfants. Et ça aussi, c'est une forme de courage parental. Et je terminerai cette partie avec une scène plus discrète mais très belle. Yann, en pleine nuit, sent la présence de son père défunt. Il dit à Rachel « Mon oncle dit que les morts se tiennent à tes côtés quand tu pars au combat ». C'est une phrase simple, mais qui m'a beaucoup touchée, parce qu'elle nous rappelle que les parents, même absents, continuent d'exister à travers nous, par la mémoire, par les gestes qu'on reproduit, par la force qu'ils nous ont donnée. Et dans un monde aussi instable et aussi brutal que celui d'Outlander, c'est un ancrage très précieux. Mon deuxième thème, je l'ai intitulé « Double identité, jeu de miroir et rôles inversés ». Il y a quelque chose de très fort dans cet épisode et qu'on ne perçoit peut-être pas tout de suite, mais qui revient dans plusieurs scènes. Et c'est en préparant ce décryptage que je l'ai perçu. C'est l'idée qu'un même personnage peut avoir plusieurs visages, plusieurs noms, plusieurs vérités, selon le regard que l'on porte sur lui ou la place qu'il occupe à un moment donné. On est en pleine guerre et dans ce contexte-là, l'identité devient floue, malléable, parfois même dangereuse. Et dans cet épisode, ça se manifeste à plusieurs niveaux. Le plus évident, c'est Lord John, qu'on appelle ici Bertram Armstrong. Ce pseudonyme que son frère Hal commence à écrire au tout début de l'épisode, en dictant son nom complet, John William Bertram Armstrong Gray. Et là, on comprend que ce nom que John a donné dans l'épisode précédent n'a pas été choisi au hasard. C'est un bout de lui, c'est légal, presque officiel. Mais en même temps, c'est aussi une façon de se protéger, et c'est très symbolique. Il ne peut plus se présenter tel qu'il est. Et ce jeu sur l'identité, il est accentué par sa situation. John est prisonnier dans sa propre maison, contraint de prêter serment à une cause qu'il n'a jamais défendue et qu'il avait promis à son frère de ne jamais défendre. Et face à lui, nous avons Jamie.
Jamie qui a connu exactement la même chose 20 ans plus tôt quand il était prisonnier à Hartsmoor. C'est une inversion totale des rôles. John, jadis geôlier, est aujourd'hui l'homme enchaîné. Et Jamie, jadis captif, est celui qui détient une sorte de pouvoir. Et ce que j'ai trouvé très réussi, c'est que la série ne souligne pas ça à gros coups de sabot. On n'a pas de longs monologues, pas de «tu te rends compte, autrefois c'est toi qui étais à ma place». Mais si on connaît un peu l'histoire, si on a suivi leur évolution, on sent que tout est là, en tension, en non-dit, en regard. Et puis on retrouve ce thème de la double identité dans le traitement de Jamie lui-même. On l'a connu sous tellement de noms, et j'ai envie de les rappeler parce que ça nous fait nous souvenir des bonnes choses de la série. Jamie Fraser, Alexander Malcolm, Red Jamie, McDoo, j'ai tout dit dans le désordre, hein. Et là, il devient général dans l'armée continentale. Un rôle assez inattendu pour un homme qui, souvenez-vous, dormait dans une étable au début de la saison 1. Aujourd'hui, il inspecte des troupes, il redresse des fusils, il impose sa présence. C'est le même homme et pourtant c'est une autre facette de lui. Et ça rejoint cette idée de miroir. Lui aussi a dû prêter serment à une autorité qu'il ne reconnaissait pas. Lui aussi a vécu ce tiraillement entre ce qu'il croit et ce qu'il doit faire. Et c'est là que leur interaction avec Lord John devient passionnante. Ils sont les reflets inversés l'un de l'autre, à ce moment précis de l'histoire. Autre figure énigmatique, Percy. Percival Beauchamp, Percy Wainwright, Persévérance Beauchamp. Il a plusieurs identités et son apparition a fait beaucoup parler, surtout chez les lecteurs des nouvelles consacrées à Lord John, parce que pour les spectateurs qui ne le connaissent pas, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on va pas se mentir. Et en même temps, son échange avec John est lourd de sous-entendus. On sent qu'ils ont un passé. Je pense que vous l'avez tous senti, que vous soyez lecteur ou non lecteur. On comprend qu'il y a eu plus que de l'amitié. Mais là encore, on ne sait pas vraiment qui il est. Un ami? Un espion? Un homme blessé? Un amant éconduit? C'est peut-être ça aussi la guerre, hein. On ne sait jamais vraiment si le visage qu'on voit est le vrai. Enfin, difficile de ne pas mentionner Richardson dans cette galerie de personnages ambigus. Lui, c'est l'incarnation du double jeu. Toujours poli, toujours lisse, mais toujours au bord de la manipulation. On sent bien qu'il tire les ficelles dans l'ombre, qu'il observe, qu'il attend le bon moment pour frapper. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il n'est jamais montré comme un méchant de cartoon. Il est insaisissable. Et pour William, qui veut encore croire à sa loyauté, c'est un vrai miroir déformant. Richardson, dans son interaction avec Claire lors du bal, hein, souvenez-vous, dans un épisode précédent, on pouvait le croire du du côté des fraiseurs, mais on se rend compte qu'il veut du mal à la sphère opposée, les Grey, à la sphère amicale opposée. William, John, Hal sont menacés directement ou indirectement par cet homme. Pourquoi? Est-ce un enjeu personnel? À qui obéit-il? Alors, petit bonus, si vous êtes curieux, j'ai publié sur mon Patreon la lettre codée que William remet aux soldats hessiens avec sa traduction complète. Un joli clin d'œil pour ceux qui aiment les petits détails cachés dans la série. Alors tous ces personnages, John, Jamie, Percy, Richardson, ils nous montrent que dans un monde en guerre, l'identité n'est jamais fixe. On porte un nom, puis un autre. On joue un rôle, puis on en endosse un nouveau. Et parfois on se perd un peu en chemin. Et à ce propos, il y a une ressemblance plutôt troublante que certains d'entre vous ont forcément remarqué du côté de Lallybroch. Parmi les intrus qui s'en prennent à Brianna, l'un d'eux est appelé Callahan par Rob Cameron. Et ce Callahan ressemble étrangement à Richardson. Même profil, même allure, et ça interroge. Dans les livres, je fais une aparté, Brianna identifie Michael Callahan comme un archéologue venu à Lallybroch peu avant l'enlèvement de Jeremiah. Et depuis la sortie du tome 9, L'adieu aux abeilles, une question revient. Et si Callahan et Richardson ne faisaient qu'un? Dans la série, rien n'est confirmé. L'acteur qui joue Callahan n'est pas crédité au générique, hein, parce qu'il n'a aucune ligne de dialogue, donc il n'est pas obligatoire de le nommer. Pour la série, c'est un figurant. Mais la mise en scène sème quand même volontairement le doute, et je trouve que c'est bien joué, parce que ça renforce cette atmosphère de confusion, de méfiance, de duplicité. Et ça nous rappelle qu'à l'écran, comme dans l'histoire, les ennemis ne portent pas toujours un uniforme. Parfois, ils ont juste simplement deux visages. Mon thème suivant, je l'ai intitulé « Ces petites scènes qui font tout ». Ce que j'aime dans Outlander, si vous m'avez déjà entendu dans d'autres décryptages, et ça revient très fort dans cet épisode, ce sont ces petits moments en creux, ces scènes sans grande déclaration, sans péripéties dramatiques, mais qui disent pourtant beaucoup. Et dans cet épisode, on en a eu plusieurs. Des instants de respiration, de douceur,
d'humour. Des scènes qui équilibrent la tension générale et qui nous rappellent que la série, ce n'est pas seulement des batailles, des révélations ou des stratégies. C'est aussi tout simplement des gens, des relations. Et je pense évidemment à la scène de peinture entre Yann et Rachel. Quelle belle parenthèse. Si la première scène entre eux me semble un peu de trop, celle-ci, vraiment, elle est belle. La lumière, je l'ai dit, est magnifique, hein, ces bougies placées derrière eux, qui créent comme une auréole. C'est visuellement très simple, mais c'est très poétique. Outlander, je l'ai déjà dit, hein, la série ne triche pas avec la lumière. Quand il y a une cheminée, c'est vraiment un feu qui fait la lumière de la scène. C'est pas artificiel et ça en rend la scénographie que plus authentique. Rachel est très à l'écoute, avide de découvrir ce qu'est Yann, lui offre un regard plein de tendresse, sans artifice, et Yann, de son côté, livre un moment très intime, très pudique. En évoquant la présence de son père, j'en ai parlé, c'est un moment suspendu. Ajoutez à cela la douce musique du thème de Yann et Rachel composée par Bear McCreary, et puis là on a un combo gagnant. Pour une toute petite scène, une scène qui n'est pas là pour faire avancer l'intrigue, mais pour creuser la profondeur de ses personnages. Autre petit bijou de mise en scène, le fromage dans la chambre de Claire et Jamie. C'est simple, c'est inattendu et ça marche. Claire et Jamie qui partagent un moment complice, presque domestique. Pas de scène torride, pas de mots grandiloquents, juste un instant de vraie intimité entre deux personnes qui se connaissent par cœur. Et c'est tellement agréable après une saison où on a parfois regretté que le couple passe un peu au second plan. Dans un autre registre, on a aussi eu des scènes vraiment drôles, avec un humour parfois un peu british, parfois plus visuel, mais toujours plutôt bien dosé. Je pense bien sûr à Lafayette, ses cadeaux interminables, son accent, son fromage et surtout l'anguille en gelée. On frôle quand même un peu la comédie à la Molière, surtout quand Claire tente tant bien que mal de rester polie, mais l'interprétation de Katrina rend la scène hilarante sans en faire trop. Sa grimace vaut 1000 mots, et en VO, je vous le redis, le français de Claire face au français très français de Lafayette, ça vaut le détour. Et puis, on a Madame Fig, évidemment. Plus discrète dans les épisodes précédents, ici, elle explose. Elle gère tout, elle grommelle, elle donne des ordres, elle râle, mais elle tient la baraque. Elle apporte un vrai ton, une énergie presque moderne qui fait du bien, et elle nous offre plusieurs lignes de dialogue plutôt savoureuses. Et ce que je trouve intelligent dans cet épisode, c'est que ces moments plus légers ou plus tendres ne sont jamais là pour meubler. Ils sont là pour nous ancrer émotionnellement, pour nous rappeler ce qui compte, les liens, les regards, les silences, les petits gestes. Et dans un épisode aussi dense, aussi riche en enjeux, ces scènes-là sont de vraies respirations. Pour finir, j'aimerais revenir sur un point en particulier. Je l'ai un peu évoqué dans la scène, mon flop, dans la scène du dîner. Des figures historiques à l'appel, mais pourquoi faire? Il y a un petit phénomène récurrent dans cette seconde moitié de saison. Chaque épisode ou presque nous offre la rencontre avec une nouvelle figure historique. Dans cet épisode 14, c'est Lafayette qui s'invite à la table. Ajoutez à cela George Washington, le clin d'œil à Betsy Ross dans la title card, et on commence à se dire que les Frasers sont sur une sorte de tournée officielle à travers les grands noms de l'histoire américaine, en sachant qu'il y avait déjà eu Benedict Arnold dans la première moitié de saison. Alors est-ce que c'est trop? Peut-être. Est-ce que c'est dérangeant? Pas forcément, parce qu'en soi, ces apparitions ont un intérêt narratif. Elles replacent les personnages dans un contexte historique précis. Elles nous rappellent que l'histoire, avec un grand H, continue à s'écrire autour d'eux et avec eux. Et pour certains fans, c'est un vrai plaisir de voir ces noms-là prendre vie à l'écran. Et je pense notamment aux fans américains. D'autant plus que la série prend soin de les humaniser, de les montrer dans des moments banals. Lafayette qui offre du fromage et une anguille en gelée, Washington un peu trop lisse, et Claire, elle, qui s'émerveille toujours autant. Hein. Ça, c'est plutôt communicatif. Mais on peut aussi se poser cette question. À force d'enchaîner les rencontres historiques de la semaine, est-ce que la série ne risque pas d'y perdre un peu en naturel? Dans la vraie vie, non. On ne croise pas George Washington, Benedict Arnold, Lafayette et Betsy Ross en l'espace de 6 mois. Mais dans Outlander, on accepte ce genre de choses parce que c'est aussi le pacte de la série. Et il faut dire aussi que c'est l'écriture de Diana Gabaldon. C'est elle qui fait rencontrer ces sommités à ses héros. Et tant que ces scènes ne prennent pas toute la place, qu'elles ne viennent pas étouffer l'intrigue des personnages principaux, on peut les voir comme des clins d'œil, des jalons ou des petits bonus historiques. Donc oui, les figures historiques sont nombreuses, parfois un peu trop visibles, parfois un peu posées là, mais elles participent à cette double lecture de la série entre fiction intime et fresque historique. Et tant que Claire ne se retrouve pas à recoudre le drapeau américain avec Betsy Ross elle-même,
on reste plutôt dans les clous. Et maintenant, comme chaque semaine, place à vos voix. Mes abonnés sur Patreon ont eu accès à ce décryptage en avant-première il y a une bonne semaine et ils m'ont envoyé leur note vocale pour réagir, nuancer ou prolonger certaines réflexions. C'est toujours un vrai plaisir de vous écouter, alors c'est parti. J'adore cet épisode, du pur Outlander. Avec la marque de fabrique et l'écriture de Diana, c'est tous d'humour, le tissage des histoires avec des dialogues minimalistes mais qui disent tout de chaque personnage. J'aime les retrouvailles de Jamie et John, juste des regards et quelques phrases, et leur union sous le commandement sans appel de Claire pour la manipulation de l'œil. J'adore la géniale phrase désabusée de John « Je m'habitue presque à porter des chaînes » et la réponse tout aussi géniale de Jamie « Tu ne t'y habitues pas ». C'est le rappel qu'il peut pardonner mais pas oublier les blessures toujours à vif de ses poignets à travers cette réminiscence terrible du temps de la prison d'Artsmur qu'ils ont partagée et où la relation de prisonnier et de gardien vient en miroir inversé. Ils se sont choisis vraiment comme amis qu'en étant des hommes redevenus libres. Leur amitié pourra peut-être se rétablir, mais pas tant qu'ils ne se seront pas libérés de leur position dominant-dominée, de leur allégeance prêtée sous la contrainte. En plus du passé douloureux qu'ils partagent, William et ce lien reconnu indéfectible entre eux, ce fil offrant la possibilité de retisser un jour leur amitié brisée. Dans la phrase finale de Jamie va sauver notre fils, l'adjectif possessif notre nous fait soupirer de soulagement, prémisse du renouement possible de leur relation dans un seul mot, tant nous ne voulons pas voir détruite cette amitié et voir disparaître Lord John du cercle des phraseurs. Et cette première note vocale était celle de Claire. Merci Claire. Pourquoi je ne suis pas surprise que tu aies choisi de parler de John, avec Jamie bien sûr dans l'épisode. Tu soulèves cette dernière phrase « va sauver notre fils ». Ouais, merci de l'avoir fait. Je crois ne pas l'avoir fait moi-même dans le décryptage et tu as tout à fait raison. Pour moi, cette phrase a résonné comme pour toi, comme une espèce de soulagement d'entendre ce nous qui semble du coup possible dans une relation qui sera peut-être à réinventer, hein, parce qu'on sait que le chemin du pardon va être encore long. Mais oui, merci beaucoup Claire. Et maintenant, nous écoutons Sylvaine. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Alors bien des scènes m'ont plu dans cet épisode tant les dialogues sont ciselés et l'interprétation excellente. Néanmoins, je voudrais vous faire part d'un de mes coups de cœur qui concerne une scène, mais surtout un personnage qu'on voit peu, mais qui n'en demeure pas moins très important à mes yeux, et ce personnage, c'est Frances. Alors certes, la scène que j'ai choisie met davantage en valeur le personnage de Jane, ce personnage qui ne regarde d'ailleurs quasiment jamais William, mais sûrement sa jeune sœur, comme pour y puiser la force et le courage d'aller jusqu'au bout de son terrible récit. Un récit qui demeure factuel, mais dont l'émotion est palpable. Bravo d'ailleurs à l'interprétation. Laissons du coup notre pauvre William atterré et sidéré. Néanmoins, en revisionnant la scène, j'ai remarqué que c'est Frances qui, à son tour, semble protéger d'une certaine manière Jane. En effet, c'est elle qui l'invite à faire cet aveu ô combien difficile, c'est elle qui fait suffisamment confiance, du haut de ses 10 ans, à un homme tel que William, pour l'amener à les protéger encore davantage, et lorsqu'à la fin de la scène, elle vient prendre sa main, c'est tout simplement bouleversant et émouvant, même si nous savons qu'un gentleman tel que lui ne pourrait agir autrement. Aussi cette scène scelle-t-elle, selon moi, le lien qui va unir ces trois personnages et dont nous aurons certainement l'occasion de parler dans les prochains épisodes. Enfin, je terminerai en évoquant la grande maturité et la grande justesse de jeu de cette toute jeune actrice. C'est tout simplement impressionnant. Merci Sylvaine. Ouais, Florrie Wilkinson ou Florrie May Wilkinson est vraiment exceptionnelle. Cette petite actrice qui, à l'époque où elle a tourné, je crois, devait avoir 12 ans. C'est impensable d'avoir autant de talent à ce moment-là. Et les petites vidéos des coulisses où on la voit interagir, que ce soit avec Sylvia Present qui joue Jen ou même avec Katrina Balfe, montre toute sa jeunesse, sa spontanéité, sa fougue, un peu sa timidité. Elle s'excuse presque d'être là et pourtant elle est là. C'est ce que tu dis, Sylvaine, dans la scène effectivement où elle est un peu en second plan.
elle est hyper présente. Et j'adore le fait que tu aies mentionné ce petit bisou sur la main de William. C'est un fait marquant dans l'épisode et c'est plus qu'un clin d'œil en fait. Ouais, j'ai hâte d'en reparler pour les épisodes suivants et notamment le 16. Et j'espère que c'est une actrice qu'on reverra dans la saison 8. On verra. Maintenant, on passe à la note vocale de Annie. Très heureuse que le marquis de Lafayette ait été introduit dans Outlander. Premièrement parce que c'est un personnage historique ô combien fougueux, impétueux, à la détermination inébranlable. Malgré les objections de sa famille et du roi Louis XVI, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, né à Chavanac-Lafayette, décida très jeune de quitter la France pour rejoindre les rangs de l'armée continentale et lui apporter entre autres soutien matériel et financier de la France. Sa fougue, son énergie débordante et sa capacité à galvaniser les troupes furent un atout précieux pour l'armée révolutionnaire. De plus, et même s'il n'a pas apporté le fromage Roquefort en Amérique, il contribua à renforcer les liens culturels et diplomatiques entre les deux nations. Deuxièmement, parce que sa rencontre avec Claire, au-delà de la fraîcheur de cette scène, du plaisir d'entendre Claire parler français et nous rappeler la saison 2 à Paris, est un moment fort et symbolique qui met en lumière les convictions partagées entre ce révolutionnaire convaincu et une femme à l'esprit de modernité. Ces deux-là devaient se rencontrer, et Outlander permet cette rencontre qui transcende les siècles. Malgré 200 ans d'écart, on sent l'alchimie entre ces deux-là parce qu'ils partagent les mêmes idéaux, les mêmes valeurs humanistes, idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et d'indépendance. C'est pourquoi j'aime cette scène pleine de symboles. Merci à Outlander pour ses clins d'œil fins et subtils. Et merci à toi, Annie, pour mettre en lumière le personnage historique français de cet épisode. C'est vrai que tu cites un petit peu son pédigré et puis tout ce qu'il a pu apporter en tant que, on va dire, soldat dans cette guerre de révolution américaine. Alors, la série n'insiste pas trop dessus, donc j'apprécie vraiment que tu nous aies apporté ce regard un peu plus historique. Oui, c'est super. Maintenant, on écoute Joanie. Bonjour à tous. J'aimerais commencer par un petit flop de mon côté. L'épisode pour nous s'appelle Double jeu. Et puis je trouve que c'est pas tout à fait la même signification que on ne s'y habitue jamais. Alors, c'est ça. Des fois, les épisodes n'ont pas toujours la même traduction ici. Sinon, pour les choses qui m'ont fait sourire, j'ai adoré Mrs. Fig. J'ai trouvé qu'elle avait de l'aplomb de répondre à tous ceux qui envahissaient sa maison. J'ai bien aimé aussi les échanges entre Rachel et Ian. J'ai trouvé que c'est un beau couple qui se développe. Puis les petites blagues, là. Ah, j'ai été égratignée par un arbre. Tu as trouvé mes bobos. J'ai bien aimé aussi Jane quand elle arrive dans la tente puis que William n'a pas sa chemise. Là, le sourire coquet qu'elle lui fait, c'est vraiment mignon. On voit qu'elle a de l'intérêt pour lui. Aussi, Jamie qui essaie de détendre un peu l'atmosphère avec ses soldats qui lancent un petit « je veux pas que vous gaspilliez vos munitions sur les lapins ». Lord John aussi a de la répartie quand il voit le drapeau dans son salon. Je me dis « oh mon Dieu, il doit tellement trouver ça horrible ». Puis il dit « j'aime autant que mon autre œil soit aveugle, tant qu'à voir ça ». Puis sinon, c'est... quand il parle avec Percy aussi, c'est assez comique par rapport. Je crois qu'il en manque peut-être un petit morceau, Joanie, je suis désolée. Et je te remercie pour avoir pointé ces petites touches d'humour, ouais, effectivement. Ça, c'est Diana Gabaldon, hein. Il y en a plein les livres. Et je voudrais rebondir par rapport au titre qui vous est présenté du coup au Québec. Double jeu, ça m'a fait réagir. J'ai ressorti ma petite liste de titres entre les correspondances français-anglais. Et il me semblait bien, double jeu, c'est le titre d'un des épisodes que nous, on a en France de la saison 2, le 6. Vraiment, double jeu. Alors qu'en anglais, c'est Bestless Schemes. C'était déjà pas du tout une traduction littérale pour nous à l'époque de la saison 2. Mais alors du coup, je serais assez curieuse de savoir ce que vous avez comme titre, vous, pour l'épisode 6 de la saison 2. Bref, on laisse ça en suspens. C'est vrai que parfois,
comment s'appelle, les diffuseurs dans les différents pays s'amusent à retraduire les titres et c'est pas toujours très heureux. J'en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans une petite capsule vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, 2, 3 ans. Parfois, ça m'agace un petit peu. Bref, c'est aussi un flop, comme toi, Antonia. Comme toi, Joanie. Je dis Antonia parce que c'est la suivante que nous allons écouter. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts. Diana Gabaldon a vraiment l'art et la manière de faire des comparaisons entre les principaux protagonistes que tout oppose, mais qui en même temps les rassemble avec des symboles très forts. Notamment Jamie et Lord John. Dans un registre plus sinistre, Jane et sa jeune sœur française me font penser malheureusement à Fergus, à peu près au même âge. Que dire de Madame Fig, qui ne peut me faire penser qu'à Madame Fitzgibbons au château de Leoc et qui, tout comme elle, s'imposait et menait tout à la baguette dans la maison de leur maître. Pour changer de registre, je tiens à souligner tous les départements, que ce soit celui de la décoration, notamment avec tous les détails au marché de Wilmington, celui des maquilleuses concernant celui de Lord John et ainsi que le département des costumes où vraiment aucun détail n'est laissé au hasard. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci Antonia. 2 angles de vue, hein. Tes petites comparaisons entre les personnages, bien vu. Madame Fig, je bafouille. Madame Fig, Mrs. Fitz. En plus, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vrai que la phonétique de ces 2 noms de famille se ressemble beaucoup. Et je voulais rebondir, ouais, tu as raison sur sur les différents départements, mais notamment sur les costumes, en mentionnant un fait, c'est que logiquement, à l'approche de la bataille de Monmouth, hein, qu'on aura dans l'épisode prochain, dans les faits réels, et j'en reparlerai sans doute, se dérouler en été. Alors que là, on voit bien que le tournage en Écosse s'est déroulé en plein milieu de l'hiver. Et de fait, les costumes, notamment je pense à Frances et Jane, hein, quand elles sont dans leurs travaux de blanchisserie, on voit bien qu'il y a de la buée qui sort de leur bouche, il fait très très froid et elles sont vêtues de façon pour avoir chaud et en même temps c'est quand même hyper naturel, les costumes des soldats américains magnifiques, alors peut-être un peu propres, alors quoique comme ils sont en bataille, enfin pas encore en bataille mais en entraînement on va dire, c'est peut-être normal, mais c'est vrai que ça fait très propre tout ça. J'aime beaucoup et Joanie en parlait aussi, mais ces petits détails de décor avec le fait d'avoir accroché le drapeau américain offert par Washington dans le salon au-dessus de la cheminée, c'est quand même assez tordant de rire. Et ben il nous reste à écouter Isabelle. Salut les addicts. Alors nous avons un épisode tout en intimité qui plonge vraiment en profondeur dans les personnages et avec beaucoup d'humour. Ça fait du bien. On débute par un flashback de Lord John, 3 ans plus tôt avec son frère, et je me demande si c'est pas le premier qui est entièrement dédié à Lord John. Il a endossé une autre identité un petit peu plus tôt, qui n'est qu'une variation de son propre nom, tout comme Jamie l'avait fait en se cachant sous le nom d'Alexander Malcolm ou Claire Beecham. Madame Fig, je l'adore, telle une telle mariteur, la scène lui appartient complètement sous l'œil amusé de Jamie, et ça fait toujours du bien de remettre un militaire arrogant en place. Claire qui a toujours les yeux aussi pétillants lorsqu'une page de l'histoire se matérialise devant ses yeux, tel Monsieur Lafayette. Et l'entendre parler en français, ça fait remonter vraiment plein de choses. Et toujours cette complicité amusante de Claire et Jamie, et surtout lorsque Claire mange ce plat un petit peu trop français. Un beau moment d'intimité que nous fait John et Izzy, ce nouveau couple. Un William qui est piqué au vif lorsque on le prend pour un palefrenier. Impressionné par la petite Frances. Et un rapprochement de John et Jamie pour le bien de William. Ça fait du bien. Merci Isabelle pour ton intervention et l'ensemble de ta note vocale. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au flashback de début d'épisode et tu as tout à fait raison. C'est
un fun fact, c'est la toute première fois qu'on voit John dans un flashback. Et on a le plaisir de redécouvrir son frère Hal. Et alors, oui, ça fait partie des choses dont je voulais parler dans le décryptage et que je n'ai pas dites. Et tu me permets de le faire, donc je te remercie. Dans les livres, tome 7, tome 8, tome 9 aussi, le frère de John est présent en Amérique. Et donc là, c'est subtilement amené, d'ailleurs, dans cette scène flashback. Hal explique le pourquoi du comment il ne peut pas voyager. Il dit qu'il souffre de la goutte. Alors ça, c'est réel aussi. C'est un trait qui caractérise Hal Gray dans les livres aussi. Mais du coup, voilà, là, la série prend cet état de santé pour dire qu'il ne peut pas voyager, alors qu'en réalité, oui, dans les livres, Hal a un rôle aussi en Amérique. Et je pense que malheureusement, étant donné ce qui a été dit dans ce flashback, on n'aura pas non plus Hal dans la saison 8. Enfin, on verra. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer leurs notes vocales. Comme toujours, vos retours sont riches, sensibles, parfois même surprenants. Et je trouve ça génial de voir à quel point un même épisode peut résonner différemment selon notre attachement au personnage, notre lecture des livres ou juste notre humeur du jour. Certaines intrigues divisent, certaines scènes touchent plus que d'autres, mais au fond c'est aussi ça Outlander, une série qui nous fait réagir, qui nous fait débattre et qui ne nous laisse jamais indifférents. Ce que je retiens de cet épisode, au-delà de la densité du récit, au-delà des rencontres historiques ou des petits moments de grâce visuelle, c'est une chose très simple mais très forte. Tout tourne autour de la façon dont on prend soin des autres, qu'on soit parents, frères, amis, ancien amant, chef militaire, médecin ou même simplement voisin de passage. Dans ce monde en guerre, prendre soin devient un acte de résistance. Résistance à la peur, à la brutalité, au cynisme, à l'abandon. C'est ce que fait Lord John, malgré ses chaînes. C'est ce que fait Jamie à sa manière en portant le poids de 300 vies. C'est ce que fait Jane sans jamais baisser les yeux. C'est ce que fait Brianna en agissant même sans avoir de certitude. C'est ce que fait Claire comme toujours en étant ce point d'ancrage silencieux autour duquel gravitent les autres. Alors oui, on aurait aimé un peu plus de place pour certains arcs narratifs. Oui, certains passages sont un peu trop appuyés et d'autres pas assez développés. Mais ce que l'épisode nous dit en creux, c'est que chaque lien compte. Chaque geste, chaque regard, chaque promesse. Et avec ce sentiment-là en tête, on est prêt à entrer dans les 2 derniers épisodes de la saison. Ou du moins, on est aussi prêt qu'on peut l'être. Mon prochain décryptage sera disponible sur Patreon le dimanche 11 mai, servi au petit déjeuner, et il sera public sur YouTube le 18 mai. En attendant de nous retrouver pour discuter de cet épisode bouleversant, prenez soin de vous.